Mon propos aujourd'hui, c'est un peu élargi. Il s'agit de la violence lente, que je vais expliquer, dans la littérature océanienne d'auteurs autochtones. Je me concentre sur le rôle de l'éducation dans ses dimensions politiques, dans cette violence lente infligée au peuple. Les trois auteurs dont il sera surtout question, Dewey Gorodé, Chantal Spitz et Patricia Grace, toutes trois anciennes enseignantes, ont ciblé de façon particulière le système éducatif. Et voilà. Interrogée par Audrey Ogès, Chantal Spitz exprime une opinion très négative, que je ne vais pas vous lire. C'est un système qui produit de l'échec et de la misère. Voilà. Et l'écrivaine maori Patricia Grace, de son côté, dans son roman de 1986, semble proposer une approche très centrée sur l'enfant et ses besoins. Parce que les enfants savent ce qu'ils ont besoin d'apprendre et ils savent comment apprendre. Alors, qu'est-ce que l'éducation? La définition de Larousse est bien jolie, très positive. Ce n'est certainement pas ce que l'on retrouve chez de nombreux écrivains dits postcoloniaux. Et j'ai remarqué il y a quelques jours que la revue postcoloniale Wasafiri, basée en Grande-Bretagne, vient de sortir un numéro spécial intitulé justement l'école. Il est donc temps qu'on se penche un petit peu sur ces questions. Qu'est-ce que l'école et surtout l'école coloniale? Je vais vous présenter en 4 temps quelques notions de base de l'école comme lieu de violence lente. Outil du colonialisme avant de passer brièvement aux dimensions politiques telles que nous avons vues en Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Je vais d'abord traiter de quelques concepts théoriques qui étaient mon étude. Et voilà les quatre sections de ma communication. Je commence donc par une brève réflexion sur l'école coloniale. Comme l'a dit Marie-Paul A. pour l'école au Vietnam, l'école coloniale remplace vite les méthodes traditionnelles d'une culture pour légitimer la domination. Autrement dit, elle devient la mesure à laquelle est jugée l'intégration, l'assimilation réussie de la jeune génération, question à laquelle nous reviendrons. Mais à quel prix? C'est la question que pose Ngugi wa Thiong'o vis-à-vis du système qu'il a connu au Kenya. Et je citerai un petit peu les idées clés. Ce système colonial a pour effet d'oblitérer la croyance d'un peuple en leur nom, en leur langue, en leur environnement, en leur héritage de combat, en leur unité, en leur capacité et finalement en eux-mêmes. C'est très fort. Et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer une œuvre du militant néo-zélandais maori Tameite qui a, comme ici, représenté la punition favorite probablement de ces instituteurs, comme punition pour avoir parlé maori à l'école, ce qui était défendu. Il devait copier au tableau de nombreuses fois cette phrase « I will not speak Maori ». Mais si vous regardez bien, la dernière répétition, en gros, là, « I will not speak Maori, I will not speak ». C'est dire à quel point cette suppression de la langue constitue un handicap très fort. Donc,
pour moi, l'entrée à l'école est traumatique probablement pour tous les enfants, mais à des degrés très différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous-même de vos premiers jours à l'école, où du coup, vous êtes soumis à des règles, des pratiques mystérieuses. On n'arrive pas à comprendre au tout début, on s'habitue, ou peut-être qu'on ne s'habitue pas. Les enfants perdent leur langue, les enfants autochtones. Ils perdent leurs moyens de communication, ainsi que l'indique Wachongo, leur nom, leur identité. Nous y reviendrons. Je passe à mon deuxième propos, que l'école est un lieu de violence. Rien de nouveau à cette idée. C'est Pierre Bourdieu qui, déjà en 1970, avait parlé de la notion de violence symbolique, c'est-à-dire dans un cadre où l'action pédagogique est une imposition par un pouvoir arbitraire d'un arbitraire culturel. C'est l'élément mystérieux et incompréhensible qui frappe surtout. Je passe ensuite à cette idée de violence lente qui est tirée des travaux de Rob Nixon, pour qui la violence lente est surtout une question d'impact sur l'environnement. Une violence progressive et cachée, une violence de destruction retardée, dispersée dans le temps, merci le correcteur, et dans l'espace, une violence d'attrition qu'on ne considère typiquement pas du tout comme une forme de violence. Pauline Wakeham, qui travaille au Canada, a beaucoup travaillé sur les pensionnats assimilationnistes. Je pense que, merci encore le correcteur, qui, je pense que vous êtes au courant de toutes ces histoires qui émergent sur la scène de l'oppression des enfants inuits, des nombreuses morts qui ont suivi. Donc pour elle, c'est clair, c'est un acte de génocide déguisé en bienveillance libérale et démocratique. Génocide, c'est un mot extrêmement fort, encore une fois. Donc, même si dans la plupart des pays, on n'est pas forcément allé jusque-là, j'espère démontrer que l'école, surtout coloniale, est une forme de violence plus que symbolique. J'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà ce poème de Guy Tyrolien qui date de 1943. Et là, si on se concentre sur les éléments soulignés en rouge, l'école encourage, force les enfants à imiter les messieurs de la ville ou des messieurs comme il faut. Alors que, en fait, la matière scolaire, ce qu'on essaie d'enseigner aux enfants, ce sont des choses qui sont complètement à côté, qui n'ont aucun rapport avec la vie de tous les jours de ces enfants. Ce qui frappe aussi ici, c'est que il est question non seulement de domination, mais aussi d'esclavage. C'est un petit poème qui, mine de rien, adopte un ton faussement enfantin pour finalement accuser le système éducatif de crimes contre l'humanité. C'est aussi une plainte, là vous connaissez peut-être ce petit bande dessinée de Calédonie. C'est aussi une plainte contre un système qui ne laisse pas de place aux connaissances et aux besoins des enfants et qui, comme dans cette BD calédonienne, sont obligés de se battre pour donner un sens à ce qu'on leur demande. Et ici, par exemple, complètement
passer à côté de la question. Si les Français vivent dans le Nord, c'est quoi le Nord pour cet enfant? Bon, alors je passe ensuite à des exemples tirés de quelques écrivaines océaniennes. Dewi Gorodé, dans le poème intitulé À la tribu, elle souligne, encore une fois, il faut lire de façon proche, elle souligne la violence implicite dans la fête bien française, la présence des soldats, les mots envahir et devoir à deux reprises, sans parler du fait que ces soldats couchent avec filles et femmes, formule qui suggère la nature plutôt arbitraire de ces rapports. Donc il y a un fond de violence très, très évident dans ce poème. Dans son roman de 2012, les deux personnages de Tiapi et Tando sont beaucoup plus explicites. La scolarisation est une arme comme les autres. L'école est restée, ce qui entraîne un taux d'échec, comme on a vu dans la citation de Chantal Spitz. Donc tout le monde ne réussit pas à l'école, et encore moins quand elle nous est étrangère. Et là, je ne vais pas me concentrer sur tout ce texte-là. Tando, qui est enseignante, devient une porte-parole plus militante de l'anticolonialisme. La menace n'est plus implicite, mais très ouverte. La vieille rengaine qu'on connaît tous comme blague, mais qui n'est peut-être pas si drôle que ça, nos ancêtres les Gaulois, cela revient, et l'interdiction de parler en langue est renforcée par une violence qui n'a absolument rien de symbolique. Les enfants reçoivent des coups de règle métalliques sur la tête s'ils n'obéissent pas à cette interdiction. Alors on revient à ce qu'a proposé Thiongo. La perte de la langue, c'est une perte d'identité. Chez Chantal Spitz, cette aliénation n'est rien de moins qu'une déchirure. La privation de la langue, élément essentiel, n'est rien de moins qu'une profonde blessure, une crise identitaire. Et on pensera ici aussi à Tame Iti. Je ne parlerai pas maori, je ne parlerai pas. Et quelle est l'utilité de savoir tout faire en français? Ça sert à quoi finalement cette éducation? Pour Chantal Spitz, c'est pour se protéger de toutes les injustices, les vexations infligées par les fonctionnaires étrangers pleins d'eux-mêmes. Le système éducatif et la langue sont donc clairement l'outil des pouvoirs colonisateurs, ici révélés comme tels. Même topos chez Patricia Grace, les enfants perdent leur nom, encore une fois Wationgo, leur langue. La matière enseignée reste profondément étrangère aux enfants, même au niveau le plus banal, ce qu'on mange au petit déjeuner, les instruments nécessaires pour le faire, que ces enfants-là ne connaissent pas. S'il y a des gens qui aimeraient recevoir ce texte, laissez-moi votre adresse mail, je vous l'envoie. Là, on peut peut-être sauter pour s'arrêter encore une fois. Les yeux volés de Patricia Grace, c'est Baby No Eyes en anglais. Et nous avons le cas d'une petite enfant qui arrive à l'école. Elle s'appelle Riri Petit, mais elle n'a pas compris qu'à l'école, elle devait répondre au nom de Betty. Elle est cruellement punie pour son incompréhension et pour avoir continué de parler maori.
elle finira en fait par en mourir. Et Patricia Grace m'a confirmé il y a quelques semaines que c'est basé sur une histoire réelle. Ce n'est pas de la fiction, cela est arrivé. Notamment dans Cousin, ou Cousine, comme ça va être en français, Grace choisit de faire le récit de 3 femmes qui passent par des modes d'éducation différents, avec des résultats très différents sur leur personnalité. Même si, dans le cas de cet auteur, la littérature ne fait que représenter les conséquences possibles d'une éducation coloniale, il est important de reconnaître ce rôle. En Nouvelle-Zélande, il y a eu une grande manifestation en 1972 pour réclamer des droits à la langue maori dans le cadre du traité de Waitangi. Il a suivi un système d'éducation maori qui passe de la maternelle jusqu'à l'université et qui est actif actuellement en Nouvelle-Zélande. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de livres pour enfants. Et là, quelques exemples, que ce soit des livres écrits tout d'abord en maori ou des traductions de livres pour enfants écrits d'abord en anglais et puis traduits. Il y a de plus en plus de textes qui sont là pour promouvoir le maori dans le domaine de l'éducation. Et pour terminer sur une note plus positive, peut-être trop positive, if writers write these books, they will be read. Si on peut trouver des éditeurs aussi. Donc faites pression, ne suivez plus la politique, exigez que la politique suit la littérature. Merci.